Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes devant votre écran malgré le soleil qui rayonne aujourd'hui. D'ailleurs, en voilà un qui a sûrement à des milliers d'années-lumière de se douter de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes et qui nous a contraints aujourd'hui à réaliser l'ensemble de cet événement en visio. Bon, c'est aussi l'occasion de rassembler des métiers différents, car nous avons aujourd'hui des vigneronnes et des vignerons, bien sûr, mais aussi des maisons de négoce, des propriétaires, des étudiants, des œnologues et même un sociologue. Et puis des gens aussi d'horizons différents, avec une majorité en Beaujolais, mais aussi en Saône-et-Loire, Val-de-Loire et même du Lot. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On peut dire que le vignoble du Beaujolais est bouleversé par les changements de notre siècle, climatiques avec des chaleurs, comme on peut le ressentir aujourd'hui, l'orage, des grêles, sociétales aussi, avec le voisinage, les problématiques peut-être parfois de main-d'œuvre, environnementale, dans ces trois composantes, air, eau et sol, et puis évidemment économique, avec le prix du vin et la transmission du vignoble. Face à cette question de fond, de quel vignoble pour demain en Beaujolais, comme toujours, les vigneronnes et les vignerons s'adaptent à ces nouveaux enjeux, les modes de conduite, des nouvelles plantations, des techniques de vinification, des techniques alternatives, chacune et chacun avec ses idées, ses possibilités et son histoire. Mais je laisse tout de suite la parole aux principaux concernés, Nadège Fellow et Pascal Offrand, qui sont élus Viti à la Chambre d'agriculture du Rhône. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? On va vous redonner Oui. la parole. Super, vous l'avez fait. Impeccable. Oui. Je vais commencer, je donnerai la parole à Nadège ensuite. Donc, bonjour à tous, je suis Pascal Offrand, donc viticulteur à Chéna et élu au bureau de la Chambre d'agriculture. Tout d'abord, je tenais aussi à vous remercier d'être présent derrière vos écrans pour ce format visio. J'allais dire original, mais qui va de moins en moins, puisque la visio devient un peu plus régulière, j'allais dire. Donc, pourquoi avons-nous voulu parler de modernisation du vignoble du Beaujolais? Tout d'abord, parce que c'était une demande des ODG, notamment de l'ODG des crus, d'ailleurs que je remercie pour son implication sur le sujet. Le constat est assez clair, il n'y a pas assez de vignes qui se replantent chaque année. Quelques chiffres pour la zone des crues. En 7 ans, c'est 348 hectares qui ont été replantés, soit 6% de la surface totale des crues. 60% ont été replantés à moins d'1,80 m. À ce rythme-là, il faudrait 120 ans pour replanter tous les crus. Et bien évidemment, les premières qui ont été replantées auront 120 ans. Donc, il va falloir accélérer. Alors, vous me direz, pourquoi replanter? Ça coûte cher. En plus, je ne suis pas très loin de la retraite. C'est vrai que cela coûte cher, mais des aides existent. C'est ce qui vous sera présenté par Evelyne, que je remercie par ailleurs. Effectivement, 50% de nos viticulteurs ont plus de 55 ans. C'est un frein à la modernisation. Mais il faut savoir que replanter des vignes, c'est un investissement pour l'avenir. Un vignoble moderne intéressera d'autant plus les jeunes repreneurs qu'ils auront le choix de vignes qu'ils souhaitent exploiter. Alors, qu'est-ce que c'est la modernisation? La modernisation, c'est replanter ces vignes pour répondre aux enjeux environnementaux et pour pouvoir produire un volume suffisant pour garder une rentabilité hectare. C'est très important. L'essentiel de la modernisation est de remonter nos pieds. On a perdu Pascal. Voilà. Donc, je disais, l'essentiel de la modernisation est de remonter nos pieds de vigne pour aider à la mécanisation et diminuer nos densités. Il ne doit pas y avoir de guerre de chapelle entre les tenants d'une plantation à 1,80 m et les autres qui souhaitent des densités plus importantes. Nous n'en avons ni le temps ni les moyens de nous perdre dans ces débats. Le seul qui doit choisir, c'est le chef d'exploitation, avec son envie, son historique, son matériel et ses compétences. Il y a eu pour cette journée un choix éditorial d'axer un peu plus les présentations sur les vignes larges. C'est ce qui vous sera présenté par Damien Raffin de Serre France et par Jean-Yves Cahurel de la Cicarex, que je tiens à remercier pour leurs interventions. Avant de vous laisser regarder les différents documents, je voulais également remercier l'Information agricole pour son aide, ainsi qu'Interbeaujolais, la région et le département pour leur financement.
Je voulais finir en remerciant Briec pour son organisation générale de cet événement. Briec a rejoint la Chambre d'agriculture en fin d'année 2020. Certains le connaissent déjà, d'autres le connaîtront bientôt. Il a pour mission d'être beaucoup sur le terrain pour répondre aux différentes questions du vignoble, et notamment de la modernisation. Il connaît déjà bien le Beaujolais et il va apprendre encore à le connaître mieux. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous souhaite une bonne visio et je vais laisser la parole à Nadège qui veut vous dire quelques mots. Merci à tous. Merci Pascal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Le hasard du calendrier fait que je viens de planter des vignes sur la côte de Brouilly. Pour moi, la modernisation du vignoble, elle doit être vue sous plusieurs angles. Ça a été vraiment un petit peu évoqué. Moderniser, c'est peu importe, je dirais, je soutiens Pascal, peu importe la densité à l'hectare, le débat n'est pas là, chacun est vraiment libre de ses choix. Mais moderniser, c'est d'abord s'ouvrir à la transition écologique et à la biodiversité. À l'heure où la disparition des désherbants est inéluctable, il est bien plus facile de travailler le sol avec des vignes palissées, avec des pieds montés. Donc, loin de vouloir effectivement plaider pour une solution parfaite, la Chambre d'agriculture du Rhône se situe à la charnière de l'expérience technique de terrain et de la transmission des connaissances ici et d'ailleurs. Comme la question est vaste et que nous ne souhaitons bien sûr pas vous garder toute la soirée aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder comme premier volet de la modernisation la question des modes de conduite par 3 entrées, techniques, économiques et financières. Pour ce faire, nous donnerons la parole à 3 spécialistes du vignoble que vous verrez ici sur le programme, que vous avez déjà sûrement vu aussi. Et à chaque fois, nous proposerons un temps d'échange à la suite de chaque intervention. Les vidéos sont toutes préenregistrées pour éviter les aléas du direct, comme on en a déjà sûrement vécu auparavant sur des Zooms. Vous pourrez donc d'ailleurs toutes les revisionner sur YouTube via le site de la Chambre ou le Facebook. Je vous propose tout de suite de commencer par la première, puisque le vignoble du Beaujolais est un territoire d'innovation à bien des égards et la présence de nombreux organismes techniques est une chance pour expérimenter, innover, éprouver scientifiquement et transmettre des alternatives possibles aux vignerons et aux vigneronnes. Ce sont d'ailleurs les missions de l'IFB et de la CICAREX, et cette question de la restructuration a été l'objet d'une longue expérimentation dont je laisse à Jean-Yves le soin de vous présenter les résultats. Quels peuvent être les avantages dans le contexte actuel de la lyre? Alors la lyre, c'est comme la moyenne densité qu'on a vue à 5500 pieds hectares, donc ça diminue, donc on descend à moins de 5000. Ça diminue les coûts de production au final, c'est l'un de ses avantages, même si en termes d'établissement à la plantation, il y a quand même un palissage qui est quand même plus lourd à mettre en place, donc qui est quand même plus coûteux, même si on a une diminution du nombre de plants à l'hectare. Par contre, après, en termes de coûts de production, voilà, c'est aussi, enfin, là, je compare par rapport à une vigne à 9 ou 10 000 pieds hectares, on gagne en termes de coûts de production une fois la vigne implantée. Après, peut-être ce qu'on peut dire sur la lyre, c'est que c'est peut-être plus technique, je dirais, qu'une vigne à 5 000 pieds hectares, dans le sens où il y a le double plan de palissage qui fait qu'il faut savoir le gérer, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué à gérer à ce niveau-là. Et puis, par rapport, voilà, à la surface foliaire et à l'évapotranspiration, dans un contexte de réchauffement climatique, est-ce que la tendance ne va pas être, à la diminution justement de la surface foliaire exposée pour, limiter les pertes en eau? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans le contexte, j'y ai parlé, c'est-à-dire que quand on diminue les densités, donc on augmente la hauteur de feuillage, mais au final, sur l'ensemble de l'hectare, en fait, on a des surfaces foliaires qui sont comparables. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas énormément de différence en termes de transpiration, enfin d'évapotranspiration. Après, donc sur une vigne si on compare 2 vignes qui sont à la même densité de plantation et si on réduit la hauteur de feuillage, en fait, il a été montré, alors que ça, c'est plus les collègues des régions méridionales qui ont fait ces essais-là, et ils n'ont pas vu énormément en fait, d'impact ensuite sur la contrainte hydrique subie par la vigne. En tout cas, bon, si on réduit de façon, je dirais, relativement modérée, bien évidemment, il ne faut pas réduire de moitié la surface foliaire, parce qu'après, on risque aussi d'avoir des problèmes qualitatifs si on réduit trop la
la surface foliaire, quoi. Mais si on reste modéré dans la diminution, a priori, il n'y aurait pas trop de différence sur la contrainte hydrique. Nous, on est en train actuellement de réaliser des essais, mais ce n'est pas tellement par rapport à la contrainte hydrique, même si on va quand même le vérifier. Si c'est ce qu'ont mis en évidence les collègues des régions méridionales, c'est également vrai chez nous. Nous, on le fait surtout pour retarder en fait la précocité. Réduire la surface foliaire pour vendanger un petit peu plus tard, notamment dans l'optique du changement climatique, qu'on subit déjà, mais qui risque d'être encore pire d'ici quelques années. D'accord, merci. On a une question pour la transformation. Quel était l'âge des vignes au moment de l'arrachage des rangs? Et à partir de quel âge est-ce que ça vaut plus le coup d'arracher les rangs de vignes et qu'il vaut mieux replanter? Alors, sur les essais, j'avais dû mettre l'année de plantation, c'était un peu variable. Il y en avait 2 qui étaient relativement jeunes. Et celle de Chéna devait être un petit peu plus vieille. Elle devait avoir, donc les 2 premières devaient avoir une dizaine de 10-15 ans. Et l'autre, elle devait être proche de 25 ans. En général, ce qu'on recommande, alors après, c'est aussi, d'une part, c'est une histoire d'âge de la vigne pour qu'elle reprenne bien au niveau du cordon. Et après, la transformation, c'est quand même une opération qui est longue, hein, donc ça demande du temps. Donc après, il faut calculer s'il vaut mieux pas replanter que transformer la vigne, hein. Donc il y a aussi un calcul économique à faire à ce niveau-là. Après, nous, on conseille plutôt que dès qu'on a dépassé les 30 ans, je dirais que c'est plus risqué. Ce n'est pas impossible, hein. Je sais qu'il y a des vignerons qui l'ont fait. De transformer le cordon sur des vignes qui sont plus âgées. Voilà, il y a peut-être un risque quand même qui est plus important que ça ne reprenne pas aussi bien que sur des vignes plus jeunes. D'accord. Autre question, faut-il modifier l'approche agronomique sur des parcelles modernisées? Oui, alors comme je l'ai dit à la fin, c'est vrai que notamment le côté entretien du sol et fertilisation est, je pense, plus important à prendre en compte que sur une vigne qui est à une densité qui est plus élevée. Donc on l'a vu, nous, sur nos essais, hein, la maîtrise quand même de l'enherbement ou de la surface enherbée est quand même importante. Et notamment, à l'époque, on n'avait pas encore fait d'essais sur notamment ce qu'on appelle les engrais verts, donc enherbement temporaire notamment, mais ça pourrait être des solutions intéressantes, hein, pour notamment des vignes donc à densité faible et qui sont sur des sols un peu superficiels, hein. Donc ça peut être une chose. Et puis il y a quand même la fertilisation aussi, azotée qu'il faut aussi bien gérer à ce niveau-là pour que la vigne est suffisamment mangée. Je dirais que après, c'est une histoire aussi de rendement. Bon, on l'a vu, hein, globalement, ce qui est logique, hein, on diminue la densité, donc on risque de diminuer aussi le rendement. On était quand même, quand on a 10 000 pieds par hectare, je dirais qu'on a une certaine latitude à ce niveau-là. Dès qu'on diminue, cette latitude, elle est plus faible. Donc il faut quand même avoir, il faut vraiment mieux gérer cette fertilisation. Alors, ce qu'on peut aussi, là, on n'a pas pu le tester non plus, mais aussi, il y a l'histoire du porte-greffe aussi qui est peut-être à prendre en compte. C'est-à-dire que là, on l'a fait sur des porte-greffes qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont plutôt des porte-greffes, on va dire, faibles, hein. Je dis faibles en termes de vigueur par rapport à ce qu'on peut rencontrer notamment dans le sud de la France. Et c'est vrai que d'utiliser des porte-greffes un peu plus vigoureux pourrait être aussi intéressant pour essayer d'augmenter un petit peu la vigueur de la vigne sur des vignes à densité faible et surtout par rapport à des entretiens du sol, notamment avec de l'enherbement. Donc, ça pourrait résoudre aussi ce problème-là. C'est quelque chose à voir de façon assez globale, au final. Ok, merci. Et on a une dernière question sur la protection des vignes en routine. Est-ce qu'on a des essais de baisse de dose de protection pour le mildiou et l'oïdium en lien avec la baisse de densité et sur la sensibilité au botrytis? Alors, sur la sensibilité au botrytis, tu en as déjà pas mal parlé dans la présentation, mais voilà, pour les doses de protection phyto. Non, on n'a pas fait d'essai de comparaison de vignes larges ou vignes étroites en termes de lutte mildiou, anti-mildiou ou anti-oïdium. Ça, on n'a pas comparé. Par contre, ce qui a pu être montré, alors c'est pas, nous on l'a pas montré en Beaujolais, par contre ça a été montré dans
dans d'autres vignobles, hein, où il y a quand même voilà, des niveaux, enfin, je dirais une sensibilité, surtout au mildiou, qui est quand même plus faible avec des vignes qui sont plus larges, du fait aussi d'une diminution un peu de la vigueur au final. Hein, du coup la vigne est moins sensible. Après, il y a aussi une histoire je dirais, de pulvérisation aussi, qui est peut-être plus facile avec des vignes larges, notamment en termes de passage, rang par rang, aussi parce que le fait qu'on ait moins de rangs au final à l'hectare, c'est plus facile aussi à traiter. Puis bon, la sensibilité au botrytis, oui, j'en ai déjà parlé. Pour donner un exemple, un Rivolet, pour ceux qui sont déjà allés, on a complètement restructuré la parcelle, notamment par rapport à ces problèmes de botrytis et surtout des problèmes de géosmine, hein, qu'on a eu dans les années 2000. Et puis depuis, voilà, on n'a plus de soucis depuis qu'on a restructuré, pour donner un exemple. Car même si le métier de vigneron et de vigneronne est souvent dit de passion, il faut quand même pouvoir vivre correctement de son métier. C'est pourquoi la donnée économique nous semblait être un point important à mettre en lumière et pour accompagner un bon nombre de professionnels. C'est Damien Raffin de Serre France qui nous présente aujourd'hui le lien entre le mode de conduite et les coûts de production. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Raffin. On avait une première question. Alors, vous avez commencé un petit peu, enfin, vous l'avez évoqué dans votre présentation. C'est quelqu'un qui demande si vous pouvez repréciser ce que vous entendez par exploitation moyenne, bien que vous avez énoncé que c'était environ 12 hectares, 2 personnes sur l'exploitation. En termes d'hectolitres, en termes d'hectares, est-ce que vous avez des chiffres qui reflèteraient l'exploitation moyenne type? Alors, l'exploitation moyenne dont on a parlé, c'était celle dont on était parti pour faire notre cas type. Donc, c'était en fait le même exercice que je vous ai présenté cette année, c'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble d'un échantillon le plus large possible d'exploitation, puis on fait des moyennes pour voir ce que ça donne. Et à l'époque, donc, c'était une exploitation de 12 hectares, il y avait 610 hectos produits, voilà, pour 2 personnes. Et sur nos calculs théoriques, on était parti sur 1700 heures de travail à la vigne par personne, par an. D'accord. Alors après, on avait une autre question. Est-ce que vous avez observé des effets économiques intéressants sur le fait de diversifier votre gamme, enfin qu'une exploitation diversifie sa gamme? Est-ce que c'est des investissements qui rapportent? Est-ce que c'est du temps supplémentaire? Du coup, on ne s'y retrouve pas forcément. Parce que vous avez évoqué donc la diversification à travers les plusieurs cépages qui sont replantés, éventuellement la commercialisation d'IGP. Vous, est-ce que vous pensez que ça peut être une force sur une exploitation? Il y a plusieurs aspects en fait en fonction de la type de diversification. On a une forte diversification sur du blanc ou du crément, donc ça permet de sécuriser avec des contrats, par exemple, une partie de la production pour des gens qui sont orientés négoce. Après, on a des diversifications qui sont plus liées à de la commercialisation en direct, hein, sur des cépages, sur du pinot, sur d'autres cépages diversifiés, etc. Où là, en fait, c'est lié à la dynamique commerciale. Donc, c'est plutôt d'offrir une gamme plus large et d'être plus performant commercialement. Après, en termes de temps, oui, c'est certainement, plus on diversifie, plus c'est chronophage, mais ça a contrebalancé avec à la fois des performances commerciales pour de la vente directe et puis à la fois de la sécurisation d'une partie de la production si on est sur des circuits longs. Donc globalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les exploitations, par exemple, plutôt orientées négoce, qui fonctionnent bien, ont une partie sur, par exemple, du crément qui est en théorie sécurisé. Ok, merci beaucoup. Puis on aura une dernière question. Les amortissements qui restent élevés ne sont-ils pas la garantie d'avoir un vignoble transmissible à moyen ou long terme? Alors, sur les amortissements de plantation, oui, ça veut dire qu'on a investi dans le vignoble. Donc, ça veut dire qu'on maintient l'outil de production. Donc ça, c'est intéressant, en effet. Après, les amortissements, il y a une partie mécanisation. Et là, je pense qu'on n'est pas au bout de la transformation. C'est pour ça qu'on a encore, sur ces exploitations-là, des amortissements importants. Mais tout à l'heure, en intro, on évoquait le faible taux de renouvellement du vignoble. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un sous-investissement dans le renouvellement. Et finalement, quand on voit qu'on est un amortissement de plantation à 10 € l'hecto, on ne consacre pas beaucoup du produit issu de la vigne à son renouvellement.
Des aides existent et pour l'ensemble de l'AOC Beaujolais, Beaujolais Village et Cru, il y a une personne en référence sur vos dossiers d'aide à la restructuration. C'est Evelyne Lacombe-Mine qui va donc vous présenter les solutions financières possibles et leur réglementation sur notre bassin viticole. Première question, est-ce qu'on a la possibilité de déclarer au CVI la surface réellement plantée plutôt que la surface cadastrale? Tout à fait. Chacun fait comme il veut. Après, si vous déclarez la surface plantée, vous allez faire une déclaration de récolte sur la surface plantée. Et sinon, c'est une surface cadastrale. C'est pareil. Donc, en gros, si vous avez peur un peu de ne pas arriver au rendement, il vaut mieux effectivement déclarer la superficie plantée plutôt que la superficie cadastrale. Autre question, le plan collectif de restructuration va se terminer là en 2021. Est-ce qu'il y en aura un autre qui va s'ouvrir pour 2022? On est en train d'y travailler. On doit le présenter au bassin mi-avril. Donc, incessamment sous peu, on espère bien qu'on pourra avoir un 4e PCR, effectivement. D'accord. Et puis après, il y avait pour les premiers, enfin le premier, le 2e PCR, il y a des dossiers qui n'avaient pas été primés. Est-ce que tu sais quelles en sont les raisons? Comme je l'ai expliqué un peu au cours de la vidéo, effectivement, la plupart du temps, c'est que les gens se sont inscrits, mais sur des parcelles qui n'avaient pas été contrôlées lors de l'arrachage. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir la prime en PCR, ou qui s'étaient inscrits, puis ils ont réfléchi, ils n'ont pas voulu planter à 2 mètres ou 1,80 m en cru, donc du coup, ils ne bénéficient pas de cette aide-là. Par contre, ils peuvent bénéficier de l'aide individuelle, puisque là, c'est qu'un changement de densité de 10%. Donc là, on parlait bien du PCR dans ce cas-là. Alors, il y a une question qui est arrivée. Est-ce qu'on peut s'attribuer la différence entre le plan collectif de restructuration actuel et le suivant? Oui, on y travaille, donc on espère bien pouvoir diminuer ces écartements entre les rangs qui, pour l'instant, sont à 1,80 et à 2 mètres pour les Beaujolais. Donc, si on peut, on essayera d'obtenir moins large pour que tout le monde, ou les vignes en pente, c'est souvent les vignes en pente qui aimeraient être un peu moins larges. Donc, après, on avait sur le PCR 2018-2021, on avait déjà obtenu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on n'avait plus les 80% à respecter, c'est-à-dire qu'avant, si on disait je vais replanter 10 hectares, il fallait au minimum en replanter 8, sinon il y avait une amende. Là, au jour d'aujourd'hui, même si vous vous engagez sur 10, vous n'avez pas d'amende, vous n'êtes pas obligé de le respecter dans les 80%. Et avec ces années, surtout cette année avec le Covid, on va certainement pas atteindre les objectifs, mais bon. D'accord. Et alors, dernière question, parce que ça fait pas mal de démarches administratives entre France Agrimaire, les douanes. Est-ce qu'il existe un planning, un rétro-planning? Donc oui, on en avait transmis un il y a 2 ans. On avait envoyé un agenda, les ODG du Beaujolais. On avait envoyé un agenda. On l'a renvoyé par mail il y a quelques semaines. Il va être probablement réimprimé incessamment sous peu. Donc dans cet agenda, il n'y a pas que les dates des aides, mais après, moi, je peux vous les envoyer. Si vous m'envoyez un petit mail, je vous les envoie. La plupart des aides, en fait, sont à faire avant le 30 avril. Là, si vous voulez faire des aides, il faut faire avant le 30 avril midi. Je vais donc laisser le soin à Daniel Buyat, qui est président de l'Inter-Beaujolais, de conclure ces 3 interventions. Oui, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour la bonne organisation, parce que l'enjeu est tellement essentiel de moderniser le vignoble, parce que ça répond donc à assurer une transition écologique du vignoble, qui est une demande sociétale forte aujourd'hui, qui est incontournable. Sans la modernisation, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Améliorer, bien entendu, la compétitivité des exploitations. Ça, à travers les coûts de production, plein de choses ont été dites. C'est important. En plus, on a aussi un souci aujourd'hui de transmission du vignoble, parce qu'on a 50% des vignerons qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire que dans les 10 ans,
On a 50% du vignoble qui va changer de main. C'est quand même essentiel. Alors, dans l'aspect politique, j'ai bien écouté toutes les questions. Donc, il y a Evelyne l'a souligné. En ce qui concerne les décisions du comité de bassin, normalement, ça va se décider en juin pour le plan des futurs 3 ans. Hein. Donc, tous les ans, c'est quand même une discussion hein, qu'il se passe au comité de bassin à Beaune. Bon, j'espère qu'on va l'obtenir. Après qu'on ait des petites modifications de largeur, ça, c'est encore à travailler et à discuter. Je pense qu'on a bon espoir quand même de pouvoir garder un plan pour 3 ans. Ça, c'est essentiel, il nous le faut, puisqu'on a quand même des... Bon, je pense qu'on a plein d'arguments. Hein. Vous les avez tous énumérés les uns après les autres. Ces arguments-là, on va les utiliser, bien entendu, pour défendre le dossier. En ce qui concerne, bien entendu, tout ce qui est, je dirais, des certifications, parce que nous, on ne fait pas spécialement comment dire, de différence entre le bio, HVE3, Terravitis. Aujourd'hui, on peut dire que le vignoble est déjà à 50% des certifiés. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Il y a eu une évolution depuis 5 ans qui était vraiment énorme dans le Beaujolais. Il y a une vraie mutation dans le vignoble. On sent qu'il y a une génération de jeunes qui poussent. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes de mon âge qui ont 60 ans doivent oublier les jeunes qui arrivent derrière eux. Je pense que quand on doit transmettre, même quand on a 60 ans, on doit restructurer son vignoble et aider les jeunes à le restructurer, puisque c'est une transmission et on a le devoir de le faire. Voilà, c'est parce qu'on arrive à 5 ans de la retraite qu'on dit qu'il ne faut pas restructurer son vignoble. Je pense que c'est hyper important pour tous les motifs que je vous ai dit à l'avance. Voilà, c'est essentiel pour le vignoble de transférer tout ce vignoble. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Yves Cahurel tout à l'heure, c'était très intéressant parce que l'étude, enfin, moi qui ai 60 ans, j'ai été visiter toutes les parcelles. Il y a une évolution. David Mézières l'a dit, il y a 15 ans, restructurer son vignoble, on était un peu regardé avec des gros yeux. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Ça ne va pas assez vite. Parce que vous l'avez dit, hein, donc Pascal Offrand l'a dit au début de la réunion, 120 ans d'espérance de vie d'une vigne restructurée, c'est pas possible. Il va falloir aller plus vite et passer à la cadence supérieure. Alors, on sait qu'il y a des vignes qui ne sont pas forcément aidées, qui ne sont pas dans le plan de restructuration et qui se replantent. Hein, on le sait aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens et qu'il y a des investisseurs et qui renouvellent leur vignoble. On a pu constater aussi dans les reportages, c'était très bien, où il y a des gens qui ont été très vite. Hein, parce qu'on a vu, je pense que c'est Alain Berger, et voilà, il y a des exploitations, en 20 ans de temps, ils ont transformé leur vignoble. C'est quand même, c'est une performance, et ils en sont contents, ils ont diminué leur coût de production, ils répondent à un marché qui est complètement en phase avec la distribution d'aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que c'est réalisable. Alors après, le seul souci, je dirais, en termes de... Parce que tout ce qui est paysage et tout ça, c'est quand même les coteaux. La difficulté, je pense, numéro 1, c'est quand même les coteaux. On abandonne souvent les coteaux au détriment, je dirais, des parcelles un peu plus plates ou un peu plus planes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont de moins bonne qualité. Et si on veut garder un beau paysage, il faut quand même qu'on restructure aussi dans les coteaux. Et aussi dans les zones, je dirais, moins précoces, plutôt tardives, ça a été dit aussi. Ça veut dire que l'enjeu climatique et le réchauffement climatique, les zones, je dirais, moyennes et tardives sont devenues aujourd'hui presque un avantage par rapport à il y a 40 ans en arrière. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Hein. Il y a quand même des enjeux. Alors, pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça a été dit, hein. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait de modèle unique, qu'il y a de plantation unique et je dirais, de largeur essentielle. Je pense qu'on peut planter de 130 à 2 mètres. Mais surtout, si on veut améliorer le passage dans les vignes, c'est monter les pieds. Voilà, il y a tout a été dit. Voilà, moi je suis plutôt optimiste. Alors pour conclure, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en termes de marché, on ne vend pas assez cher. Ça, c'est les comptables qui l'ont dit et je le confirme. Il faut impérativement, avant de regagner des volumes en Beaujolais, qu'on regagne en valeur pour redonner un peu de la marge à nos exploitants. Ça, c'est essentiel. Mais ça veut dire qu'aussi, il faut restructurer et garder suffisamment d'hectares dans le vignoble du Beaujolais, parce qu'un vignoble trop petit, on risque d'être déréférencé. Alors, ça veut dire que demain, il y a quand même un enjeu de garder au moins 15 000 hectares dans ce vignoble. Alors, même s'il y a un peu plus de chardonnay, un peu plus de cépages, ce n'est pas grave. Il faut garder quand même un poids suffisant. Alors, ça veut dire qu'il nous faut du monde, il nous faut des jeunes, et il nous faut restructurer le vignoble. Mais il y a des bons lueurs d'espoir, malgré le Covid, où on a vécu un an compliqué. Nos marchés sont sur une bonne stabilité et on va se retrouver à la sortie du Covid avec des stocks très faibles. Alors, on peut être qu'optimiste. Allez, vive la jeunesse. Voilà, c'est-à-dire en avant. Et le Beaujolais a des belles heures
devant lui, puisque enfin, moi, je l'ai vécu dans mon exploitation. Hein, j'avais pas de repreneur, il y en arrivait un il y a 6 mois, là. Un de mes fils qui a décidé de changer de métier. Et je pense que le fait que j'avais déjà restructuré 7 hectares, ça a beaucoup pesé dans la balance. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et puis, merci encore pour ce magnifique travail. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message bien optimiste. Je me permets juste de vous redire, pour pas non plus vous prendre trop de temps, je pense qu'il est 18h30, donc on a déjà bien avancé, que tout est possible à revisionner, même le contenu des PowerPoints sont disponibles sur le site de la Chambre. Cette visio a vraiment pour objectif de lancer, en tout cas, un cycle sur 1 an avec des rendez-vous techniques mensuels sur la technique de modernisation. Il y en a 12, alors 12-13. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site de la Chambre ou même sur YouTube pour les vidéos en tapant hashtag bouge ton bojo, bouge ton cru. Et puis dès l'automne, des formations aussi et des conseils sur mesure dans vos projets de modernisation, accompagnement sur les projets. Le prochain rendez-vous technique aura lieu fin avril. Alors, c'est un rendez-vous technique délicat à positionner en termes de date puisqu'il s'agit d'une plantation à la machine avec une machine qui plante racines courtes de la pépinière Guillaume. Et puis, autour de ça, on abordera techniquement différents points, les points clés de la plantation, les études de racines courtes, racines longues, démonstration de matériel, et puis des comparatifs économiques aussi sur la plantation à la main, à la machine, et puis sur la qualité aussi, sur les retours qu'on a. Voilà, donc ce sera à Villiers-Morgon. On profite de la plantation au domaine Jean Foyard pour vous présenter la machine aussi, et puis on communiquera la date plus précise dès qu'elle sera arrêtée. Encore un grand merci à toutes et à tous. Vous étiez au plus haut de la séance, plus de 60 à suivre cette visio. C'est évident que c'est toujours un peu frustrant de ne pas avoir tant d'échanges à la fin pour continuer sur ce type de discussion où il y a quand même beaucoup à dire. On remercie évidemment les vignerons qu'on a pu interviewer, les intervenantes et les intervenants aussi, puis nos partenaires, l'information agricole qui nous a bien aidé aussi à monter le contenu numérique et le financement de la région, du département et de l'Inter Beaujolais sur cette mission.